aussi, donc il faut qu'on arrive à avoir une solution qui soit rentable. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une technologie qui est simple et voilà, qui est pas coûteuse en entretien. Et le dernier point qui va nous intéresser, quand même, c'est un secteur qui, depuis le temps, a largement la confiance du milieu bancaire. Voilà, donc autant au tout début, c'était aussi quelque chose qui était compliqué pour tout le monde quand il fallait investir, autant maintenant, bon voilà, il y a du retour, on sait qu'il n'y a pas de risque sur ce type de projet-là, quoi. Ça, je vais y passer très vite, mais voilà, c'est le cadre un petit peu réglementaire qu'il y a. Donc, on peut faire soit de la vente totale, soit de l'autoconsommation. Vous avez, on en a parlé tout à l'heure, des règles d'obligation suivant si vous avez des parkings, si vous avez des bâtiments, enfin, quand on est sur de la nouvelle construction. Et un petit focus rapide sur l'autoconsommation, du coup. Alors, l'autoconsommation, le principe, c'est quoi? L'autoconsommation, vous faites une installation. Vous la faites chez vous et le but c'est de la voir le plus près possible de votre lieu de consommation. Donc sur votre bâtiment, vous avez de la production en face et toute l'électricité qui est d'abord produite va d'abord être injectée sur votre réseau interne. Et ce qui n'est pas consommé, si vous avez de la consommation en face, vous avez d'abord la soutirer de votre installation. Et si vous n'avez pas de consommation en face, vous allez l'injecter sur le réseau et vous allez la vendre. Et donc toute l'énergie que vous aurez autoconsommée depuis votre installation photovoltaïque, ça sera autant d'énergie que vous n'aurez pas été acheté sur le réseau. Voilà. Un point qui est important, forcément, vous allez essayer de dimensionner votre installation photovoltaïque par rapport à votre consommation. Si vous avez chez vous un abonnement à 25 kVA par exemple, et que vous avez la place de faire une installation de 300 kVA, en fait, si vous voulez, vous avez un tuyau qui est dimensionné pour soutirer du réseau, en gros, de vous amener du réseau à votre installation, votre puissance à 25 kVA, par exemple. Et si jamais vous voulez injecter 300 kVA, votre tuyau, il n'est pas dimensionné pour quoi. Donc, il va falloir faire des travaux, que ce soit sur votre installation et sur le réseau Enedis pour pouvoir accepter cette puissance. C'est pour ça qu'en général, on essaye de... on va vous récupérer vos données de consommation pour essayer de dimensionner l'installation à la puissance que vous consommez et de comment vous êtes raccordé. Sauf si après vous avez d'autres besoins ou autres et que vous n'avez pas de souci à faire des travaux et à vouloir faire des travaux de raccordement. Ça se fait très bien aussi. Alors au niveau de l'autoconsommation, on entend parler souvent de deux grandes données, c'est le taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction. Alors le taux d'autoconsommation, en gros, c'est ma centrale, elle produit 100, combien j'en consomme sur place. Si j'en consomme 90, j'ai un taux d'autoconsommation de 90%. Ça veut dire que j'ai 90% de la production photovoltaïque qui est consommée sur place. Les 10 autres %, ils sont injectés par exemple sur le réseau. Et le taux d'autoproduction, c'est se dire, cette partie que je vais autoconsommer, elle me couvre quel pourcentage de ma consommation totale. J'en reviens toujours à mes 100 avec 90. Donc mon installation, elle produit 100. J'autoconsomme 90. Mes 90, peut-être que moi, du coup, dans ma journée, je vais peut-être consommer 200. Et donc, du coup, je vais avoir 90 sur 200 qui seront fournis par l'installation. Donc, c'est là, en gros, on appelle ça le taux d'autoproduction parce que c'est le pourcentage que vous avez qui est couvert par votre installation photovoltaïque. Et c'est le pourcentage d'énergie que vous n'irez pas chercher sur le réseau, en fait. Votre besoin annuel, vous le couvrez à 20-25% par l'installation photovoltaïque. Hop, je vais passer par... si j'arrive à revenir. Hop, ouais, je suis parti. Voilà. Il y a 3 types d'autoconsommation pour faire très vite. L'autoconsommation totale, c'est-à-dire que tout ce que vous consommez, tout ce que vous produisez, vous le consommez. Vous n'injectez rien sur le réseau. Et là, vous êtes obligé d'interdire et de bloquer l'injection. De l'autoconsommation vente de surplus, là, vous autoconsommez et ce que vous ne consommez pas, vous l'injectez sur le réseau et vous le vendez à un tarif à EDF. Et l'autoconsommation collective, alors c'est entre guillemets, nouveau, c'est plus récent, ça a maintenant 2-3 ans. Il y a 250 opérations d'autoconsommation collective en France aujourd'hui, donc voilà, mais c'est en train de se développer.
Le principe, c'est vous injectez sur le réseau et vous vous mettez à plusieurs avec des consommateurs et des producteurs dans un rayon de 2 km de votre installation. En gros, le principe, c'est ça. Et vous partagez cette production. Juste, alors les moyens pour définir une autoconsommation, donc on va récupérer vos courbes de charge. Les courbes de charge, c'est le détail de ce que vous consommez, sur l'année. Toutes les 10 minutes, on va récupérer ça auprès d'Enedis. Et donc c'est la courbe rouge qui vous dit, par exemple, là vous consommez le samedi, le dimanche, vous consommez moins. Le lundi, le mardi, vous avez des pics de consommation, tout ça. Et on va venir dimensionner la puissance de l'installation en fonction de cette consommation que vous avez. Vous pouvez avoir Là, c'est important de connaître justement comment vous consommez. Si on est sur une entreprise, par exemple, qui ferme tout le mois d'août, bon, il faut qu'on en tienne compte parce que justement, du coup, on va générer du surplus parce qu'on aura de la production tout le mois d'août qu'on ne pourra pas injecter et consommer sur place. Donc, il faudra qu'on génère du surplus. Voilà. Quelques petits repères vite fait pour savoir si on fait de l'autoconso total ou de l'autoconso avec vente de surplus, mais c'est ça, en gros c'est en fonction du taux d'autoconsommation. Si on est proche entre 90 et 100%, on va dire qu'on va faire de l'autoconsommation totale, et à ce moment-là on va piloter les onduleurs pour pas qu'ils injectent sur le réseau, puisqu'on est tenu de ne pas injecter sur le réseau. Donc on va leur dire attention, là j'ai pas de consommation en face, donc du coup toi tu produis pas. Pour les grandes et moyennes surfaces, en général, on fait de l'autoconsommation totale ou vente de surplus. Ça dépend vraiment les cas. S'ils ont beaucoup de place de disponible pour avoir une grosse puissance de centrale, s'ils ont beaucoup de conso ou pas. Si on est sur des concessions automobiles ou des bureaux, enfin du tertiaire, il n'y a en général pas beaucoup de consommation. Par contre, souvent, on a de la place pour mettre. Il y a des parkings, tout ça, donc on a de la place pour mettre de la puissance. Donc là, on va faire de l'autoconsommation avec vente de surplus. Et puis voilà. Et après, ce qui va être intéressant de voir, ben voilà, ça sera si on est sur des PME ou des grandes entreprises, suivant si on travaille sur du 5 jours sur 7, en 1-8, s'il y a une coupure l'été ou pas, si on est en 7 jours sur 7, en 3-8, enfin bon voilà, tout ça, ça va nous aider à définir le profil de consommation, quoi. Je crois qu'on a émis vite fait quelques grandes données, que vous ayez un ordre d'idée pareil aussi. Une GMS donc de 1300 mètres carrés. On peut faire une puissance à peu près de 130 kg. On va avoir 98% d'autoconso. Ce qui va vous intéresser, ça va être le taux d'autoproduction. Donc c'est vous dire qu'ici, avec une installation de 130 kg, on couvre 22% des besoins de la GMS sur une année, quoi. Et vous voyez, si on est sur une concession auto, j'ai plus de place, je peux mettre 230 kg. Par contre, même si elle est quand même, c'est une concession qui est quand même une belle concession, il y a 50 salariés, je vais pas autoconsommer beaucoup. Par contre, je vais couvrir 43% par exemple des besoins de la concession. Voilà. Et si tout en bas, je suis sur un très gros industriel avec 1000 salariés par exemple, avec une grosse puissance de 2,9 MW, là, je vais quasiment tout autoconsommer parce que j'ai des besoins de consommation qui sont énormes. Par contre, je ne vais pas couvrir grand-chose, entre guillemets. Là, j'ai 16%, mais peut-être que des fois, on peut arriver à 5% de couverture des besoins, quoi. Voilà. Bon, quand on définit ça, juste, on se dit quoi? On se dit qu'avec ça, on essaye de calculer. C'est pour vous donner des ordres d'idées. Toujours pareil. Si on calcule le coût de l'investissement total, les frais financiers, les charges de fonctionnement à l'année et qu'on y met en face les mégawatts, enfin la puissance électrique qu'on a produite dans ce laps de temps, on va définir un coût en euros du mégawattheure. En gros, vous investissez votre moyen de production dans votre centrale, vous la rentabilisez et donc au final, vous avez un coût du mégawattheure que vous n'aurez pas été chercher sur le réseau. Pour vous donner de très grands chiffres, alors entre-temps, les taux bancaires ont un petit peu augmenté aussi, donc bon, mais on reste toujours très compétitif. Le matériel a baissé un petit peu aussi, donc on va dire qu'on rattrape. Quand on est sur bac acier, en gros, si on fait une installation photovoltaïque, c'est comme si voilà, on revenait avec un coût d'euros du mégawattheure à 55 €, donc c'est en gros 5,5 centimes, là où en tant que particulier, on va payer l'électricité aujourd'hui entre 15 et 20, 25. Donc voilà, si on est sur de la toiture plate, c'est un peu plus compliqué. Et si on est sur des ombrières, on est aux alentours des 85. Alors c'est pareil, c'est pour que vous ayez un ordre d'idée, et c'est peut-être 90 ou 100, mais que vous ayez un ordre d'idée pour vous dire que sur une ombrière, on a ce coût-là en rajoutant une fonction en plus. On paye en plus des ombrières, quoi.
Mais on est sur un système qui est, au final, qui est rentable, qui est intéressant et qui est moins cher, enfin, qui vous permet de produire de l'électricité moins cher que ce que vous l'achetez, quoi. C'est pour ça que ça a du sens de le faire. Et je pense que j'ai terminé. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être une question, imaginons, donc voilà, je suis exploitante, je suis agricultrice et j'ai la volonté d'installer des panneaux. Quelles sont les grandes étapes du projet, du moment où j'ai cette idée jusqu'à la réalisation? Alors la première déjà, ça va être de voir quels bâtiments sont concernés. Est-ce qu'on est sur de la toiture existante? Est-ce qu'on est sur un projet de bâtiment, de construction d'un bâtiment neuf? Et puis derrière, ça va être surtout de voir comment on est positionné par rapport au réseau Enedis, c'est-à-dire pour pouvoir injecter la production qu'on va produire, parce que c'est ce qui va faire aussi le coût du projet. Si j'ai un transformateur juste à côté où je suis bien desservi, que je suis juste à 20 mètres, bon, bah là, j'ai pas de souci pour injecter ma production. Si, entre guillemets, c'est un peu plus compliqué, que je suis un peu plus isolé, que j'ai 800 mètres de travaux Enedis à faire, ça va plomber un peu le projet. C'est pas pour ça que ça n'a pas forcément de sens, mais enfin, voilà, on définit fonction de la taille et de la puissance de l'installation aussi qu'on va faire. Voilà. Donc c'est vraiment les premières Deux choses. premières étapes, ok. Quels sont les points de vigilance, les erreurs à éviter? Bah, techniquement, c'est de voir justement quel système on va mettre en place, faire appel à des bons partenaires, je dirais. Et puis non, enfin voilà, c'est on a plein de confrères qui sont là, qui ont pignon sur rue. Juste faire attention parce que le photovoltaïque n'a pas toujours eu une très bonne presse. On en entend plus parler, enfin, on va en entendre parler sur les émissions du soir, dimanche soir ou autre, arnaque, je ne sais quoi. Ça touche énormément enfin, le marché, on va dire, particulier. Mais il faut se méfier quand même enfin, voilà, des choses. Donc je vous invite à plutôt faire appel à des gens que vous connaissez ou que par bouche à oreille, vous savez qu'il y a des installations qui ont été faites. On est quand même sur des acteurs reconnus, qui sont implantés depuis certaines années. Enfin, si vous allez, enfin, on est à peu près tous dans le secteur depuis une quinzaine d'années. Bon, si vous avez quelqu'un qui arrive et qui a 2-3 ans d'activité, bon, soyez peut-être vigilants, quoi. Voilà. C'est aussi le travail de la Banque populaire avec la Banque de la transition énergétique, c'est de faire ce travail-là de qualification, de vérifier les agréments, etc. et de vous orienter vers des gens qui sont qualifiés, qu'on a déjà, voilà, sur lesquels on a vérifié ces choses-là. Et on a aussi une liste noire de personnes vers qui il ne faut pas aller. Voilà. Est-ce que c'est pertinent d'installer des panneaux photovoltaïques dans une région comme la nôtre, où il y a peut-être moins d'ensoleillement que dans le sud de la France, par exemple? Alors forcément, il y en a moins, ça c'est pas. Mais je veux dire, il se fait des projets photovoltaïques dans le vrai nord, donc ça pose pas de souci. On a une rentabilité qui est différente, mais je veux dire, on fait des projets. Si on est en plus un petit peu en altitude ou qu'on est ventilé, tout ça, enfin, on a des taux d'ensoleillement qui dans la région sont franchement très favorables. Donc sans souci, quoi. Sans souci. Et puis aujourd'hui, sans trop rentrer dans le détail, mais le dernier arrêté qui a été sorti en octobre 2021 a été fait en sorte pour que justement il y ait une limite à 1100 heures de fonctionnement pour que ça permette en fait d'éviter une trop grande rentabilité des projets qui sont vraiment, on va dire, sur la région PACA et de trop pénaliser les projets qui sont sur la région de Lille par exemple. Voilà, donc ça fonctionne bien. Merci beaucoup. On va donner la parole à notre public. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont face à moi et qui aimeraient poser une question, soit à Nicolas, soit à Yelena, sur les projets de photovoltaïque? Si c'est le cas, levez la main, je viens vers vous avec le micro. Ne soyez pas timide. On est mieux tout le monde, mais on est entre nous finalement. Oui, bonjour. Vous avez évoqué l'utilisation des panneaux sur des toitures existantes et en particulier de l'éverite. Je n'ai pas bien compris la différence que vous faisiez entre l'éverite ancienne et l'éverite récente. Alors, il n'y a pas forcément de différence dans le sens où aujourd'hui, l'éverite, qu'elle soit amiantée ou pas, du moment qu'elle est existante, normalement, on n'a pas de systèmes qui sont certifiés pour se poser dessus. Les systèmes sont certifiés pour se poser quand on va faire un bâtiment neuf, avec de l'éverite qu'on va poser et le système qu'on va poser en même temps. Voilà. Donc c'est ça le voilà. Merci. Oui.
Pardon, excusez-moi, la dernière question, là, c'est sur un bâtiment agricole, donc à la fois la puissance minimale que vous pouvez installer, et est-ce que, par exemple, vous avez dit aussi qu'on pouvait poser les panneaux directement sur la charpente, si on enlève les verrites, par exemple? Alors nous, chez Mecogit, on va faire des projets plutôt à partir de 500 mètres carrés. Après, il peut se faire tout comme type de... Après, c'est une question de rentabilité par rapport à ce que vous en attendez. Pour les vrites, effectivement, si jamais on dépose les vrites, parce qu'on est aux alentours des 17-18 kg au mètre carré et qu'on va venir poser un système sans sous-couche, donc un système IAB, en général, on est plus léger. Donc, au niveau assurance, on arrive à se positionner comme ça et à mettre un système. Voilà. Ça n'empêche pas de s'assurer que la charpente elle est quand même en état et qu'il n'y a pas de désordre qui ont été occasionnés suite à l'utilisation, mais on peut se poser directement comme ça. Ouais. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Moi, j'ai une question du coup pour Yelena. La Banque de la Transition, du coup, par la Banque Populaire, elle finance toute taille de projet. Et est-ce que c'est uniquement pour les professionnels ou aussi pour les particuliers? Vous n'avez pas écouté ma présentation. Peut-être. Non, on finance tout type de projet, de la petite centrale à 70 000 €, le particulier, les collectivités, les industriels, et sur tout le territoire. Donc on s'adresse vraiment à tous les segments de marché. Historiquement, on a commencé avec les agriculteurs, puisqu'il y avait de la demande. On a structuré la démarche avec nos professionnels, notamment ça s'est accéléré avec la crise énergétique, puisqu'on avait, dans le compte d'exploitation, quand vous avez le poste de charge externe qui est multiplié par 7, effectivement, il faut faire quelque chose. Et on a commencé à parler photovoltaïque. Et puis, on a eu une démarche assez proactive où on a formé l'ensemble de nos chargés d'affaires entreprises au photovoltaïque, où aujourd'hui, on se rend compte qu'on a très peu de sinistralité, on maîtrise parfaitement la technique. Et donc, ils sont allés à la rencontre des chefs d'entreprise avec des dialogues, en fait, pour aborder ces sujets-là qui sont nouveaux pour un banquier, qui permettent de poser des questions sur la consommation, etc. Et ensuite, on passe la main vers des partenaires agréés pour la mise en relation. Voilà, on est un petit peu tiers de confiance et on vous envoie vers des personnes qu'on a qualifiées. Bonjour, excusez-moi, ça serait pour savoir, d'après ce que j'ai compris, le changement d'installation d'Enedis ou EDF, c'est-à-dire s'il y a un changement de transfo ou quelque chose, incomberait à la personne qui fait la pose de photovoltaïque et non pas à Enedis? Alors, il y a une partie, effectivement, pour adapter le réseau, puisque vous devenez producteur, en fait, donc il faut adapter le réseau. Donc, il y a des travaux de raccordement à faire pour venir vous raccorder, vous mettre un point de livraison, un compteur, en fait, en limite de propriété. Donc là, effectivement, il y a une convention de raccordement qui est faite, un devis de raccordement avec Enedis. Jusqu'à aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un taux de réfaction, c'est-à-dire qu'il y a 60% de ce montant-là qui est pris en charge par Enedis. Donc vous avez le reste à charge pour le producteur. Voilà. C'est ce qui est dimensionnant. Après, voilà, on a des outils pour estimer ce coût de raccordement, mais effectivement, on en tient compte dans le projet puisque c'est à part entière. Ouais. Alors, on sait l'estimer, si vous voulez, avant de faire la demande à Enedis. En général, on ne se trompe pas trop. Voilà. On peut avoir des fois des bonnes ou des mauvaises surprises, mais... Bonjour. Est-ce qu'on peut déduire, un particulier qui fait un toit photovoltaïque, est-ce qu'il peut déduire les intérêts d'emprunt? Je n'ai pas la réponse. Non. Et non. Parce que si on investit dans l'immobilier, qu'on fait des travaux pour améliorer le sort de son locataire, on peut déduire les intérêts d'emprunt quand on fait un achat d'immobilier aussi. Absolument. Alors là, je ne maîtrise pas l'offre de tout ce qui est rénovation énergétique pour le particulier. Il y a des dispositifs d'aide qui ont été mis en place avec la prime Rénov', etc. Et les prêts éco-PTZ, mais plutôt pour les primo-accédants. Là, vous parlez de location? Oui. Ouais. Voilà. Je n'ai pas la réponse. Et deuxièmement, est-ce que votre intervention, elle passe forcément par un emprunt fait pour monter une toiture photovoltaïque, ou est-ce que vous donnez également les conseils, vous accompagnez même s'il n'y a pas d'emprunt? Malheureusement, des fois,
nous accompagnons et nous ne finançons pas. D'accord. L'objectif, alors voilà, bien sûr, on donne les conseils sur toute la partie réglementaire, technique, et également la recherche de subventions pour compte de tiers, en fait, voilà. Et le reste à charge, on fait nos propositions de financement, mais après, on n'a pas d'exclusivité. Oui, mais je veux dire, quelqu'un qui autofinance. est-ce que- Absolument, mais voilà, D'accord. quelqu'un qui est cash riche, il est cash riche, et s'il n'a pas besoin d'emprunt, il n'a pas besoin d'emprunt. Il suffit d'aller voir sa banque populaire locale pour. Oui. D'accord. Ok, merci. Et non, et ça ne concerne pas que le photovoltaïque d'ailleurs, hein, parce que là on parle du photovoltaïque, mais nos domaines d'intervention, ça peut être la rénovation de votre bâtiment. On a la mobilité verte aussi qui est un sujet. Voilà, il y a plein de domaines d'intervention où on peut vous aiguiller et aussi vous financer. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole pour poser une question, réagir, apporter un témoignage? Peut-être, Yelena, tout à l'heure, on a évoqué les aides et les subventions. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu plus d'éléments là-dessus, ou je vous enquiquine avec ma question? Moi, je un petit peu parce que le photovoltaïque est le parent pauvre des subventions. Alors, vous m'auriez dit, on parle de rénovation énergétique, etc. Il y a pas mal de dispositifs avec l'ADEME, les C2E. Par contre, sur le photovoltaïque, Nicolas a évoqué tout à l'heure les aides, notamment pour le désamiantage. Donc, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait mis ce dispositif en place. Malheureusement, au bout de 2 mois, l'enveloppe a été épuisée. Elle devrait revenir, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur le sujet. Voilà. Et à moins que tu aies d'autres... Non, après, juste pour rebondir un peu sur le sujet, mais c'est vrai que on parle de subvention ou pas. À un moment donné, on parlait de subvention parce qu'on avait un tarif de l'électricité qui était photovoltaïque qui était bien au-dessus du tarif qu'on payait. Et donc, du coup, on avait aussi une mauvaise image parce que CTA, on subventionne les ENR, etc., etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, bon, voilà. Ouais. La subvention, finalement, c'est le tarif qui est, inférieur. Oui, et qui surtout, vous avez la qui est bloqué. garantie pendant une durée longue. Il n'y a pas mieux, quoi, finalement. Dernière petite question, peut-être pour vous, Nicolas. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du photovoltaïque? Je le vois plutôt bien. Hein. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, par contre, c'est que je le vois comme... je le vois d'une meilleure manière dans le sens où il y a encore une dizaine d'années, c'était purement un produit financier, je dirais, parce qu'on faisait vraiment de la vente. Donc c'était un business plan, on achète une centrale et puis on fait de la vente. Ça reste forcément un produit financier, mais il y a un besoin de rentabilité. Mais aujourd'hui, on va chercher à faire des économies d'énergie ou à sécuriser une partie. Alors ça, c'est avec l'autoconsommation. Et je la trouve quand même vachement plus vertueuse. Et puis on est sur une solution qui est rentable, qui a plus besoin de gros soutien ou quoi, et qui peut se débrouiller toute seule. Et bon, voilà, nous, on avait toujours dans l'idée de pas trop grossir, et aujourd'hui on se retrouve, on est 40 personnes pour gérer à peu près 150 projets à l'année, donc je pense qu'on va essayer de se calmer quand même. Mais non, mais c'est pour dire qu'on est dans un secteur qui est plutôt porteur, ouais. Donc bon, c'est une bonne chose. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Yelena? Non. Merci beaucoup. Peut-être j'ajoute juste que si vous avez des questions sur l'accompagnement, recevoir des conseils, le financement, la Banque Populaire a un stand dans le hall 1. Donc n'hésitez pas à passer les voir. Il y a des conseillers qui sont là-bas et qui seront disponibles pour répondre à vos questions. Et puis, si vous voulez échanger aussi avec Nicolas, si vous êtes un peu trop timide pour parler dans le micro, j'imagine que vous avez quelques minutes à l'issue de cette conférence pour répondre à des questions éventuelles. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rester pour la suite du programme. On va parler d'agrivoltaïsme juste après. Et puis, si vous avez trouvé que cette conférence était intéressante sur le photovoltaïque, vous pouvez en faire la pub auprès de vos amis et de votre famille, puisqu'il y aura une réédition de cette conférence demain à 11h ici même avec un autre partenaire, mais avec autant de contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci pour votre attention et bonne visite sur le sommet de l'élevage.